Jean-Pierre Chamodeau. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Gwénoline, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, nous sommes ensemble pour le thème la conscience, feedback entre le champ du vide et la matière. Donc Jean-Pierre, toi tu es formateur sur la méthode de la libération du cœur du péricarde, donc la libération holographique. Je te laisse te présenter en quelques mots, même si on te connaît déjà. Bon, très rapidement, je suis kinésithérapeute de formation. Et puis, ma quête est une quête d'efficacité. Donc, je n'étais pas très satisfait parce que j'avais appris dans l'école de kinésithérapie. J'ai donc fait 4 écoles d'ostéopathie. Et puis, donc, j'ai fait une école d'acupuncture. Et j'ai fait donc ma propre recherche. Et donc, évidemment, j'avais des résultats spectaculaires, mais quelques personnes me disaient qu'elles aimeraient bien comprendre pourquoi et comment ça fonctionnait. Alors, pour répondre à ces questions, j'ai étudié la physique quantique, l'épigénétique et la biophotonique. Et maintenant, je comprends pourquoi et comment ça marche. Et ce soir, je peux un peu vous expliquer de quoi il s'agit. Voilà. Merveilleux. Donc, tu vas nous parler de quoi tu vas nous parler? Tu vas nous parler de… Alors donc, en fait, à l'origine, on se posait des questions sur comment résoudre nos problèmes et j'avais défini les problèmes comme un petit peu donc les pathologies, le mal-être, les tensions, les crispations, les douleurs, les sensations d'isolement, les sensations de manque et donc de dépendance. Enfin, tous ces trucs-là qui sont très désagréables et notamment les maladies aussi. Et donc, on essayait de trouver une solution à cela. Et donc, on est parti pour expliquer beaucoup de choses, et notamment que la plupart des problèmes, mal-être et pathologies, venaient de problèmes de stress, c'est-à-dire de sécrétion d'hormones de stress qui avaient un impact énorme sur nos cellules, et que les cellules, quand elles recevaient des hormones de stress, étaient déconnectées du champ d'information, et que ça, c'était très, très gênant parce que le champ d'information envoie aux cellules le mode d'emploi pour fonctionner correctement. Et donc, dès que les cellules sont coupées du champ d'information, ce qui est le cas avec les hormones de stress, eh bien, elles ne reçoivent plus le mode d'emploi, donc elles dysfonctionnent et ça donne tous les problèmes qu'on connaît. Alors, à partir de ce constat-là, on était parti sur la recherche des solutions et on avait analysé en quoi on avait à renoncer à beaucoup de choses concernant les connaissances déjà établies par rapport à ce sujet-là. On avait parlé de réalité, que la réalité, c'était pas la matière, mais que c'était bien le champ et la conscience. Et que donc, si la réalité n'est pas les matières, nous ne sommes pas des corps physiques séparés d'autres corps physiques, mais nous sommes tous le même champ de conscience. Donc, cette vision de la réalité va changer complètement les buts. C'est-à-dire, si on pense qu'on est de la matière, séparé de la matière, on va vouloir gagner la guerre contre les problèmes, contre les pathologies, contre les agents pathogènes. Mais si nous sommes tous la même conscience, eh bien, le but, c'est plus de gagner la guerre, mais c'est d'œuvrer pour le bien-être de tout le monde. Et après, les stratégies qu'on va employer, évidemment, si on veut gagner la guerre, on va lutter contre les ennemis. Alors que si on veut gagner le bien-être, eh bien, on va reconnecter les cellules au champ de conscience. Voilà, donc ça nous avait amené à nous poser la question, comment on s'y prend? Alors on avait vu que quand on agit en tant que corps sur un corps, ça ne marchait pas. Donc on voulait d'abord, on s'est rendu compte qu'il fallait agir sur le champ de conscience de l'organe que l'on souhaite traiter. Et puis on avait vu que comment on agissait sur le champ de conscience, en envoyant des informations. C'est ce qu'on appelle le signal en épigénétique. Et donc, on avait vu que le bon signal, c'était les ondes électromagnétiques et l'information. Alors, on s'était intéressé aux machines qui envoyaient des informations aux cellules, et notamment en biophotonique, des machines qui avaient des résultats merveilleux. Et j'avais exprimé lors de cette conférence que j'avais un recul par rapport à ces machines parce qu'on n'était pas maître des informations, de l'intégralité des informations qu'on envoyait, donc aux cellules de nos patients. Et donc, je préférais renoncer aux machines pour finalement prendre la décision d'envoyer des informations avec ma conscience sur la conscience de l'organe que je souhaite traiter. Ce qui nous avait amené à nous poser la question, ok, c'est bien beau d'agir en tant que conscience sur une conscience,
mais qu'est-ce que c'est que la conscience? Où est-ce qu'elle est, la conscience? Et comment ça fonctionne? Quel est le mode d'emploi? Alors, dans ce cadre de comprendre la conscience, on avait fait une conférence sur le cerveau et sur l'eau. On avait vu que la conscience n'était pas dans le cerveau, mais qu'elle était dans l'eau. On avait expliqué pas mal de choses sur l'eau. Et puis, dans la dernière conférence, on avait parlé de champ. Alors, on avait parlé de champ, on avait parlé d'éther, de matière superlumineuse, de champ morphogénétique, de champ de conscience en hiérarchie gigogne, le corps subtil des traditions védiques et le champ du vide. Et on était resté là-dessus. Et on se posait la question, est-ce que c'est le champ du vide qui est la conscience? Ce qui nous amène à nous intéresser au champ du vide, puisque nous sommes 99,99% de vide. C'est peut-être intéressant de comprendre ce que c'est que le vide, comment ça fonctionne, et quelle est la relation entre le vide et la conscience. Et alors, il y a un physicien qui s'est beaucoup intéressé à ce type de sujet, c'est Nassim Haramein, et c'est lui que je voudrais vous présenter ce soir. Oui, voilà alors, donc pour... Merci pour le résumé, Oui. Jean-Pierre. Donc ça, c'est le résumé des précédentes conférences que vous allez pouvoir trouver sur le site de Jean-Pierre, donc les précédentes vidéos, sur chamodo.org ou sur Gwenoline TV. Voilà, ou sur le site Gwenoline TV, vous avez toutes les vidéos classées par thème. Et donc, dans la conscience, vous allez trouver Jean-Pierre avec les précédentes conférences pour ceux qui nous rejoignent. Voilà, donc on va pouvoir parler de ce chercheur. Bon, alors, je vais essayer de vous parler de Nassim Haramein. Je vous dis tout de suite que j'ai pas tout compris ce qu'il faisait, mais je vais vous expliquer ce que moi j'en ai compris en tous les cas ce soir. Voilà. Donc, c'est un physicien, Nassim Haramein, et donc il travaille sur la théorie de l'unification, l'univers connecté. Et donc, voilà Nassim Haramein, un personnage très sympathique, et qui est né à Genève en Suisse, qui est physicien et qui travaille sur la réunification des physiques. Alors, il est fondateur du projet Résonance, c'est-à-dire délivrer au monde une connaissance et une technologie basée entièrement sur l'approche holistique et complète de la dynamique et des forces de la nature, dans le but d'apporter une solution aux défis majeurs auxquels l'humanité fait face de nos jours. On parle de grands changements, bien entendu, et ça veut dire des grands changements en technologie également. Donc, Nassim nous disait qu'il pouvait prouver que le champ morphogénétique de Rupert Sheldrake existait et qu'il est à la source de la masse et de la gravité. On va voir comment ce soir. Il dit la matière dont nous sommes faits pourrait n'être qu'une extension du vide, c'est ce qu'on disait. Le vide s'étire et se regarde, ce qui crée un champ feedback où l'information circule. Le système apprend sur lui-même et évolue. Donc, on est dans un contexte de conscience et d'évolution de la conscience. Alors, Nassim commence par constater que l'univers est effectivement connecté, que tout est connecté dans l'univers, mais que nos physiques, elles, ne sont pas connectées, puisque donc en physique, il y a deux théories. Il y a la théorie cosmologique, qui est l'ancienne physique, ou astrophysique, qui s'occupe des corps de matière qui sont grands, comme les planètes, les astres, les galaxies et l'univers. Et il y a une autre théorie qui s'occupe du tout petit, des particules subatomiques, qu'on appelle la physique quantique. Ça, donc, c'était au début de la physique quantique, parce qu'on s'est rendu compte par la suite qu'en deuxième quantification, eh bien, les lois de la physique quantique s'appliquaient à toutes les échelles, mais là, je ferme la parenthèse. Alors, évidemment, beaucoup de physiciens disent qu'effectivement, c'est pas normal qu'il y ait une physique avec des lois mathématiques particulières pour tout ce qui est plus grand qu'une cellule, et que tout ce qui est plus petit qu'une cellule, ça obéit à d'autres lois mathématiques de la physique. Autrement dit, dans le grand, on a une physique qui est certaine, avec des chiffres certains, qui sont définis, et donc dans la physique quantique, on est dans les probabilités, on est sûr de rien. Alors, Nassim partait du principe que si les grandes choses étaient formées par des petites choses, eh bien, il devait y avoir une seule physique qui unifie le grand et le petit, puisque c'est comme ça ce que nous sommes. Nous sommes en même temps grands, notre corps physique est grand, mais en même temps, nous sommes des cellules, c'est petit, et à l'intérieur des cellules,
il y a des particules qui sont encore beaucoup plus petites et il n'y a aucune raison qu'on n'obéisse pas aux mêmes lois. Alors, donc, la question de beaucoup de physiciens, c'est comment unifier ces deux physiques. Et alors, beaucoup de grands physiciens se sont posé la question. David Bohm dit c'est par l'holographie, mais cela doit avoir un rapport avec des hologrammes dans lesquels chaque partie contient toute l'information. Einstein parle aussi d'holographie, mais il dit malheureusement, dans l'holographie, il n'y a pas de mathématiques applicables aux équations de champ, donc il ne peut pas aller dans le sens de l'unification des théories parce qu'il n'y a pas de mathématiques. Et Nassim Haramein dit la géométrie fractale serait une manière d'unifier les théories. Les équations mathématiques de la géométrie fractale peuvent être appliquées en physique. Alors, donc, ça nous amène à parler un tout petit peu de géométrie, puisqu'il y a la géométrie ancienne qu'on appelle la géométrie euclidienne, qui apparemment est incorrecte et qui serait remplacée maintenant par la nouvelle géométrie qu'on appelle géométrie fractale ou théorie de l'organisation. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que la conférence va être très longue ce soir, donc je préfère insister sur les endroits les plus importants. Alors, simplement, on va commencer à parler du vide. L'autre nom qu'on donne au vide, c'est l'espace. Et donc, il y a aussi quelque chose qui semble très important, c'est que dans l'ancienne science, on pense que dans le vide, il n'y a rien, que c'est vide, alors que tous les nouveaux physiciens nous affirment que non, le vide n'est pas vide, il est plein. John Archibald Wheeler, qui est un proche collaborateur de Einstein, dit « Aucun point n'est plus important que celui-ci, l'espace vide n'est pas vide, il est le siège de la physique la plus violente. » Autrement dit, le vide n'est pas vide, mais il est plein d'énergie. David Bohm dit « L'espace n'est pas vide, il est plein, l'univers n'est pas séparé de cette mer cosmique d'énergie. » Donc, on va étudier le vide de plus près. Alors, le vide, il est plein de quoi? Eh bien, il est plein de points Planck, et on va voir que les points Planck sont pleins d'énergie. Ça a commencé, cette histoire, avec donc un physicien qui s'appelle Planck, à qui on avait confié une mission de rendre des ampoules électriques plus performantes. Et donc, Max Planck avait à sa disposition des formules de physique qui étaient fausses pour décrire les problèmes électriques. Ces équations qui étaient classiques étaient fausses et prédisaient dans les calculs une catastrophe ultraviolette, c'est-à-dire une émission très importante d'ultraviolet qu'on ne retrouvait jamais dans les expériences. Et donc, il a travaillé pour modifier ces équations. Il a trouvé une petite constante, un petit chiffre qui, quand il rajoute aux équations classiques, eh bien, ça donnait des réponses bonnes à tous les coups, c'est-à-dire des réponses conformes à ce qui était mesuré en laboratoire. Et donc, on appelle ça la constante de Planck, et c'est le début de l'aventure de la physique quantique, et c'est le début de la connaissance du point Planck. Eh bien, donc, on sait que quand un élément de l'ampoule chauffe, il émet des petits paquets discontinus d'énergie, appelés quanta par Einstein. Et donc, le nom physique quantique vient de là. Alors, ces petits paquets appliqués aux champs électromagnétiques donnent la physique des champs quantiques. Alors, la structure de l'espace, était donc du vide quantique, est remplie de ces petits paquets, ou quanta, d'énergie. Et donc, si on essaye de trouver le plus petit paquet, on se retrouve avec la quantité de Planck. Alors, il faut savoir que Planck, c'était un peu du bricolage, hein, son histoire de mettre une constante qui rendait toutes les équations justes. C'était un petit peu au pif et un petit peu aux mathématiques, mais absolument pas à l'intuition qu'il a découvert ça. Il n'était d'ailleurs pas très fier de cette découverte. Pourtant, c'est cette découverte qui va être l'origine de choses extraordinaires. Alors, donc, en fait, il y a ce qu'on est dans le vide quantique, il y a une énergie qu'on appelle l'énergie du vide, et il faut savoir que cette énergie du vide fluctue.
Et donc, elle fluctue en permanence autour de sa valeur moyenne. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Cette variation spontanée correspond à une création ou à un excès d'énergie. Alors, c'est ce qu'on appelle la fluctuation du vide ou le point Planck. Cette création d'énergie est une très brève variation locale du niveau d'énergie du champ. Et pendant un laps de temps très court, de l'énergie est empruntée et restituée au vide. C'est pour ça que ça monte et que ça descend. Voilà, donc, John Archibald Wheeler dit « L'espace-temps dans les régions suffisamment petites ne devrait pas être simplement bosselé, mais simplement erratique dans sa courbure. Il devrait se fractionner en des géométries toujours changeantes et interconnectées à tous les niveaux. » La structure du vide, le point Planck, elle est granuleuse. Donc Einstein pensait qu'elle était lisse, mais quand on voit quelque chose de très loin, on a l'impression que c'est lisse, et quand on s'en rapproche très près, on se rend compte que c'est constitué de petites granules, et ces granules sont les points Planck. Alors, qu'est-ce que c'est que le point Planck? C'est le plus petit point de l'univers. On l'appelle fluctuation du vide ou point Planck. Alors, vous savez, il existe plein de champs électromagnétiques, et donc dans les fréquences, il y a beaucoup, en fonction des fréquences des ondes électromagnétiques, quand la fréquence augmente, eh bien, la longueur d'onde diminue. Et si on fait augmenter la fréquence très loin et diminuer la longueur d'onde au maximum, ben on arrive au point Planck, qui est donc la plus petite longueur d'onde et la fréquence la plus élevée. Le point Planck, donc, c'est une oscillation électromagnétique qui est la plus petite et qui est partout dans l'espace. Alors, pour avoir un ordre d'idée de la grandeur du point Planck, c'est 1,616 multiplié par 10-33 cm. Alors, voilà, c'est la distance du champ électromagnétique qui oscille partout dans l'espace. Alors, la masse d'un point Planck, vous allez voir que c'est très, très petit, un point Planck. Elle est de... Voilà, je me suis perdu, donc je vais essayer de me retrouver. J'ai fait une fausse manip. C'est pas grave, on est là, on est avec toi. Ouais, moi le moral, j'arrive pas à le retrouver. J'y arrive. Voilà, la masse du point Planck, elle est de 10 puissance moins 5 grammes. Donc, vous allez voir qu'en fait, c'est pas du tout négligeable. Et donc, cette structure du vide qui est constituée de points Planck, granuleux en fait, eh bien, il faut savoir que ce champ du vide est un champ d'information puisque chaque point Planck stocke un bit ou un pixel d'information. Donc, en fait, on est dans un champ du vide qui est formé de points Planck et ces points Planck stockent donc de l'information. Donc, à partir du moment où on parle d'information, on va parler de conscience. Alors, donc, John Archibald Wheeler, qui est un physicien, donc collaborateur d'Einstein, disait, et c'est lui qui a créé l'appellation trou noir également, quand il s'agit de choses très petites et très rapides, les trous de verre devraient faire autant partie du décor que ces particules virtuelles d'ensemble qui donnent à l'électron son énergie et son magnétisme légèrement modifié. Donc, il faut imaginer plein de petits points Planck. Et il faut imaginer aussi des trous de verre, c'est un peu des tuyaux qui font que tous les points Planck sont interconnectés entre eux, ce qu'on appelle les trous de verre. Donc, la structure du vide, elle est criblée de trous de verre qui vont d'un point Planck à un autre et qui connectent sur la structure de l'espace. Donc, il faut penser plus à une sorte de toile d'araignée, en fait. Finalement, rien n'est séparé de rien. Tout est interconnecté par ces trous de verre qui sont extrêmement petits puisqu'ils sont à l'échelle du Planck. Et donc, quand on parle d'intrigation en physique quantique, vous vous rappelez, on avait vu l'expérience de Alain Aspect qui avait démontré que, effectivement, ce qu'on appelle le cinquième principe de la physique quantique, qui est l'intrigation. Et donc, vous savez, c'est ces photons qui, quand on tournait un photon d'un côté, un autre photon se mettait à tourner immédiatement. C'est ce qu'on appelle le paradoxe EPR, j'en avais parlé dans les autres conférences. Eh bien, il faut savoir que chaque proton, que la matière, finalement,
c'est le proton en fait. Hein. Et donc dans un atome, vous avez le noyau, mais en hydrogène, par exemple, l'hydrogène, vous avez un proton qui est le noyau, et vous avez un électron. Hein. Et donc le proton, c'est vraiment ce qui représente la matière. C'est vraiment beaucoup plus petit qu'un atome, bien entendu. Et donc ce proton, il est constitué de points Planck. Et donc, à la surface du proton, il y a des points Planck. Et donc, les trous de verre se terminent sur chaque proton qui sont à la surface d'un point Planck. Et donc, à la surface d'un proton, pardon. Et il faut savoir qu'il y a 10 puissance 40 points Planck à la surface d'un proton. Ce qui veut dire que, en fait, le nombre de Planck et de trous de verre à la surface de tous les protons de l'univers est égal au nombre de Planck et de trous de verre à la surface de l'univers. C'est-à-dire, il y a quand même 10 puissance 40 points Planck, donc ça représente pas mal de trous de verre et pas mal d'interconnexions avec les autres protons, et notamment avec la surface de l'univers. Et ça explique le phénomène d'intrication, ça explique que nous sommes une conscience une et que cette conscience est indivisible, comme on le disait dans les conférences précédentes. Donc non seulement le petit proton est connecté à tous les autres protons, mais en plus il est connecté à la surface de notre univers, qui est probablement connecté à la surface d'autres univers, et ainsi de suite. Donc on va vers l'infini. Alors maintenant, on va se poser la question sur la densité du point Planck. Est-ce que ça existe, un point Planck? Est-ce que ça a une réalité physique? Eh bien oui, le point Planck, il a une densité infinie, et quand on veut la renormaliser, c'est une astuce des scientifiques pour traiter l'infini et pour pouvoir le rendre fini, pour le rentrer dans des équations et pouvoir faire des calculs. Eh bien, on a essayé de voir combien ça pesait 1 cm3 de vide. Et donc, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur d'1 cm3 de vide, on a regardé le nombre de points Planck qu'il y avait. Et comme on connaissait la masse d'un point Planck, on multiplie le nombre de Planck, de la masse d'un point Planck par le nombre de Planck. Et ça nous donne la densité du vide. On sait que la masse étant de 10 puissance moins 5 grammes, multiplié par le nombre de Planck dans 1 cm3 de vide, ça donne 10 puissance 93 grammes par centimètre cube. Alors, pour pouvoir imaginer ce que c'est que 10 puissance 93, ben, imaginez simplement que vous avez un compte en banque. Si vous avez 100 euros, c'est 10 puissance 2. Si vous avez 1000 euros, c'est 10 puissance 3. Si vous avez 10 000 euros, c'est 10 puissance 4. Et à chaque fois qu'on rajoute un zéro, ça monte vite et c'est quand même bon pour notre compte en banque. Ben là, imaginez 10 avec 93 zéros grammes pour 1 cm cube. C'est extraordinairement important. Donc, voilà, donc on a... Voilà. Alors, pour pouvoir faire une petite comparaison, pour avoir un ordre d'idée, il y a donc cette densité du vide étant de 10 puissance 93 grammes par centimètre cube. Pour faire une petite comparaison, si on prenait toute la matière de l'univers et qu'on la mettait dans un énorme compacteur et qu'on compresse pour que cette matière de l'univers occupe 1 centimètre cube, ça donnerait une densité plus faible, c'est-à-dire on obtiendrait 10 puissance 55 grammes par centimètre cube. C'est pour vous dire que le vide a une densité extraordinairement importante et donc une masse importante, et que on sait d'après la formule de Einstein que E égale mc2 et que l'énergie est proportionnelle à la masse. Ce qui veut dire que dans le vide, il y a une quantité d'énergie pratiquement infinie. Et donc, cette quantité d'énergie infinie nous amène à quelques réflexions, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu et pas très répandu, parce que si on commençait à comprendre ça, on pourrait s'intéresser à l'énergie du vide, et si on arrivait à avoir cette énergie du vide, à avoir accès à cette énergie du vide, eh bien, il faudrait savoir qu'1 centimètre cube de vide, ça suffirait pour faire vivre l'humanité pendant des millions d'années. C'est pour montrer à peu près de quel ordre d'idée il s'agit. Et donc, on se demande à ce moment-là pourquoi on irait polluer notre planète et puis exploiter le pétrole, etc., alors qu'1 centimètre cube de vide, ça donnerait beaucoup plus d'énergie que toute la matière de l'univers.
Alors, donc, on commence à parler de choses importantes. Et alors, c'est très beau de raconter des histoires sur les points Planck, mais est-ce que c'est pas une vision de l'esprit des physiciens? Est-ce que ça existe vraiment? Et parce que c'est vraiment, on n'en a pas du tout l'expérience du point Planck. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas l'expérience? Parce que non seulement c'est infini en énergie, mais en plus c'est très petit un point Planck. Et pour avoir une idée à quel point un point Planck est petit, eh bien, il faut savoir que dans un être humain, par exemple, vous avez 100 000 milliards de cellules, mais qu'à l'intérieur de chaque cellule, vous avez 100 000 milliards d'atomes. En termes d'échelle, c'est très difficile à imaginer ce truc-là. Alors, voilà ce que donne Nassim Haramein comme exemple sur cette photo-là. Si vous prenez, par exemple, si un proton, c'était la pointe de l'épingle que vous voyez en haut à gauche, là. Ça voudrait dire que vous voyez que la pointe de l'épingle, elle est au bout de l'épingle, là, qui est tenue par les deux doigts de la personne, et que ces deux doigts appartiennent à cette main-là, qui est de la jeune fille, et que la jeune fille, elle est sur le toit du Vatican, de la basilique Saint-Pierre exactement. Et donc, si ce point-là, si la pointe de l'épingle, si le proton était égal à la pointe de l'épingle, eh bien le diamètre de l'atome serait égal à celui du dôme. C'est pour vous montrer la proportion. Autrement dit, si dans un atome d'hydrogène, vous avez le proton qui est au milieu du dôme, eh bien, la grandeur de l'atome serait égale à celle du dôme du Vatican. Alors, si on va un petit peu plus... Alors, il faut savoir qu'un proton, c'est quelque chose qui, relativement à un point Planck, est énorme, parce que le proton est lui-même constitué de points Planck. Alors, si on va à l'échelle en dessous, eh bien, on va tomber sur le point Planck, mais si on faisait en sorte que le point Planck ait la taille d'un grain de sable, alors ça voudrait dire que le diamètre du proton serait égal à la distance entre alpha du Centaure et le Soleil. Autrement dit, 40 trillions de kilomètres. C'est pour ça, c'est tellement petit un point Planck. Alors, c'est vrai qu'un proton, c'est très petit, mais un point Planck, c'est vraiment extraordinairement petit. Et donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas l'expérience. Alors, évidemment, comme on n'en a pas l'expérience, on peut douter de son exercice, de son existence, mais il y a eu des preuves qui ont été faites, notamment dans les laboratoires, notamment d'abord, en premier, il faut savoir que les mathématiques prédisent rigoureusement l'existence des fluctuations du vide, c'est-à-dire des points Planck, mais que ces fluctuations quantiques ne sont pas directement observables, c'est ce que nous venons de voir, mais en laboratoire, il y a des expériences qui ont été faites, on appelle ça l'effet Casimir, et qui prouvent l'existence des fluctuations du vide. Ça a été fait en 1997. Voilà l'effet Casimir sur l'image. Et vous voyez ici, vous avez deux plaques en haut à gauche, et vous voyez des longueurs d'onde. Vous avez une longueur d'onde orange et donc une longueur d'onde bleue. Donc ce sont des photons virtuels de longueur d'onde variée. Donc ça a rappelé que les photons sont des ondes électromagnétiques. Hein. À l'extérieur des plaques, mais seuls les photons de longueur d'onde inférieure à la distance entre les deux plaques, en bleu, peuvent exister entre les plaques. Autrement dit, ce qui se passe, si vous voyez sur l'image numéro 2, il existe bien plus de photons à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur, entre les plaques, il n'y a que les photons qui sont d'une longueur d'onde inférieure à la distance des plaques. Alors, ça veut dire que puisqu'il y a plus de photons à l'extérieur qu'à l'intérieur, eh bien, ces photons qui sont à l'extérieur vont pousser sur les plaques qui vont se rapprocher l'une de l'autre. Et ça veut dire qu'en définitive, l'espace, ou si vous préférez le vide, pousse les plaques mécaniquement pour qu'elles se rapprochent. Donc ça prouve que les points Planck existent. Alors, pourquoi Nassim Haramein a regardé tout ça de tellement près? Parce qu'il veut se servir du point Planck à des fins bien précises. Et dans son intention, lui, ce qu'il aimerait, c'est en fait relier la conscience à la matière
en quoi la matière est indissociable de la conscience, en quoi la conscience est indissociable de la matière, et ce qu'il voudrait, c'est unifier la théorie classique et la théorie quantique en physique. Alors, comment il s'y prend pour ça, et quel est son raisonnement? Eh bien, pour associer la conscience à la matière, il se dit que si ce serait possible si on pouvait relier le point Planck à la conscience. Est-ce que le point Planck, si on pouvait prouver que le point Planck était à la source de la conscience, ce serait déjà le premier pas pour associer la conscience à la matière. Et puis dans le deuxième point, il faudrait que relier le point Planck à la matière. Et donc, si on arrive à prouver que le point Planck est à l'origine, est à la source de la fabrication de la matière, donc on pourrait décrire, et pour ça, pour le prouver, il faudrait qu'il puisse décrire l'atome, la matière, à partir du point Planck. Alors, s'il arrivait à relier le point Planck à la conscience et à relier le point Planck à la matière, ben, ça veut dire qu'il relie la conscience à la matière et qu'à ce moment-là, la matière, c'est la conscience. Puisqu'il dit la conscience émerge de la matière. Alors, pour relier le point Planck à la conscience, il faudrait qu'il prouve que ce champ de point Planck est à la source de la conscience. Et il faut qu'il démontre mathématiquement et physiquement que toute la matière est en relation avec le champ de Planck, donc que toute la matière est conscience. Et pour relier le point Planck à la matière, et ben pour que ce soit vrai, ben il faut démontrer mathématiquement et physiquement que c'est ce champ de Planck qui est à la source de la matière. Il dit, si j'arrive à décrire l'atome en mathématiques directement à partir du champ de Planck, j'ai le fil conducteur entre le champ d'information de Planck et l'atome, c'est-à-dire la matière. Donc voilà les intentions clairement posées par Nassim Haramein, et il veut se servir également du point de Planck pour unifier la théorie classique à la théorie quantique, parce que donc il dit en associant la gravité à la structure quantique, eh bien la gravité c'est quelque chose qui est expliqué en physique cosmologique, et donc le point Planck c'est quelque chose qui est du domaine de la physique quantique. Donc il se dit, si je pouvais utiliser ces petits grains de l'espace quantique pour décrire la gravité au niveau cosmologique, je pourrais associer la gravité à la structure quantique et unifier les théories. Voilà un peu donc ses projets et les buts de sa recherche. Alors, on va commencer à rentrer dans le détail. Je peux te poser une question? Dis-moi. Donc, nous avons Dominique qui nous dit, pourquoi appelle-t-on de verre ces trous? Ils sont cassants. Point d'interrogation. Alors là, j'avoue que je ne peux pas répondre à cette question. C'est une appellation qui m'échappe complètement. Pourquoi ils ont appelé ça trou de verre? Ça aurait été VE2RE si c'était un trou cassant. Alors verre, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Ok. Je ne peux pas répondre malheureusement. Au moins, on aura posé la question, Dominique, comme ça. Oui. Ouais, c'est blanc. Ok, donc après, alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Après, c'est plus des informations, donc tu peux continuer. Je vais lire les questions, je vais les trier s'il y en a d'autres. Non, bah dis-moi, sinon, il n'y a pas de problème. Donc, simplement, la théorie de la relativité d'Einstein arrive à la conclusion que du Big Bang et du fait que l'univers est en expansion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie du Big Bang. Et ça, c'est en physique cosmologique. Et donc, d'après Nassim Haramein, eh bien, il apporte quelque chose de nouveau. Il dit l'univers est en expansion et le vide en contraction. Alors, pour comprendre un petit peu ça, on va aller sur la page du livre Gravitation, qui est la Bible des équations de Einstein. Et donc, en page 719, on voit ce type-là qui est en train de souffler dans un ballon. Et sur le ballon, il y a des petites pièces qui sont collées. Et donc, ça explique un petit peu que, effectivement, l'univers, ce serait ce ballon qui est gonflé et que plus on gonfle le ballon, plus les galaxies s'éloignent les unes des autres, les pièces représentant les galaxies. Alors, ça, c'est la théorie classique, cosmologique, et Nassim Haramein ramène un peu sa fraise en disant, mais
qui c'est ce mec qui souffle dans le ballon? Parce que si le ballon se gonfle, c'est que les poumons de ce gars-là se dégonflent. Hein. Et donc, c'est pour expliquer un petit peu pourquoi l'univers est en expansion. Eh bien, les poumons qui soufflent dans le ballon, c'est l'énergie du vide au niveau universel qui pousse notre univers en expansion. Alors, cette énergie du vide, que en France on appelle l'énergie noire, la matière noire si vous préférez, représente quand même 96% de la masse de l'univers, alors que la matière de l'univers ne représente que 4% de la masse. Et donc, ce champ d'énergie agit au niveau quantique et universel, et nous sommes tous connectés à ce champ d'information. Or, plus le champ reçoit d'informations, plus l'univers s'expanse pour pouvoir stocker cette information. Et donc, l'expansion de l'univers, d'après Nassim Haramein, ne serait que le résultat du fait que l'on stocke de plus en plus de l'information. C'est quelque chose qui est nouveau, qui moi, m'a beaucoup intéressé. Et donc, il y a une partie de l'univers qui est en expansion, qui est perçue comme réelle, et donc c'est ce qu'on appelle l'émission électromagnétique irradiante, visible, donc la matière. Et il y a une partie en contraction qui est perçue comme le vide, le champ gravitationnel invisible. L'espace-temps se courbe vers une singularité au centre du système. Quand on commence à parler de ça, on commence à parler de trou noir. Il existe un équilibre entre l'expansion de l'univers et sa contraction. Toute la réalité sort de la rétroalimentation entre l'expansion à l'infini et la contraction à l'infini de cet univers. Et donc, ça nous amène à parler de gravité, évidemment. Et donc, pour comprendre ce que c'est que la gravité, ça a commencé avec Galilée et Newton. À cette époque de l'histoire, la gravité, c'était juste une force d'attraction. Donc, on se préoccupait de ses effets, mais par contre, on ne se préoccupait pas de savoir d'où elle venait. Le premier scientifique à s'être préoccupé de savoir d'où venait la gravité, c'est Einstein. Et Einstein va décrire la gravité à un niveau cosmologique. Et donc, Einstein parle de l'espace-temps, qui serait lisse. Et donc, il dit que la gravité serait due à la courbure de l'espace-temps. La gravitation, alors, si vous voulez, vous pouvez regarder cette image. Einstein a le modèle trampoline. Voilà. Et donc, la gravité est due à la courbure. Vous mettez une grosse boule de bowling sur un trampoline, et si vous mettez à côté une boule de pétanque, eh bien, la boule de bowling va déformer le trampoline, qui va faire un creux, et du coup, la boule de pétanque va être attirée par la boule du bowling. La gravitation n'est plus perçue comme une force d'attraction, mais comme une manifestation de la déformation ou courbure de l'espace-temps sous l'influence des objets qui l'occupent. Alors voilà, donc pour Einstein, l'espace-temps est libre. Ça donne ce modèle du trampoline, et les conséquences de cette compréhension de la gravité, c'est que pour courber la surface de l'espace-temps, ça demanderait, d'après les calculs, des forces incroyables, et donc c'est impossible. Ça voudrait dire que si c'était la réalité, il serait impossible de courber l'espace-temps, donc impossible de contrôler la gravité. Or, il faut savoir que Einstein avait fait des équations pour calculer tous ces phénomènes de gravité, et que c'est un monsieur qui s'appelle Schwarzschild qui a trouvé la solution aux équations de champ d'Einstein, et cette solution, c'était un trou noir. Et donc, on appelle ça la singularité de Schwarzschild. Et donc, au niveau cosmologique, l'univers obéit aux conditions d'un trou noir. On habite dans un trou noir, et c'est pour ça qu'il fait noir la nuit. Si on est dans un trou noir, il y a de fortes chances pour que les objets qui sont dans ce trou noir soient également des trous noirs plus petits. Et au niveau quantique, Nassim Haramein dit « Pourquoi est-ce que le proton ne serait pas un trou noir ?» Alors évidemment, quand il dit ça, c'est le tollé général parmi les physiciens. Et donc, l'hypothèse de Nassim Haramein, il va donner une autre vision de la gravité,
il va dire non, c'est pas finalement l'espace-temps n'est pas lisse, mais il est granuleux. Ce sont les points Planck qui sont les granuleux, et ces points Planck qui tournent dans une région de l'espace pour générer un vortex. Donc il avait pris l'exemple, si vous êtes dans votre baignoire et que la baignoire est pleine, si vous avez un masque et que vous plongez dans l'eau et que vous retirez le bouchon qui bouche la baignoire, alors il y a l'eau qui va descendre et vous allez avoir un vortex qui va se former. Et donc, c'est les molécules d'eau qui, en tournant, vont créer ce vortex, et vous remarquerez à la surface de l'eau, eh bien, que la surface de l'eau va se courber. Alors, donc c'est pour ça que Nassim Haramein reprend cet exemple. J'entends de l'écho, je ne sais pas si c'est normal. Ah, alors attends, je vais débrancher le micro. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux. Alors, si l'espace-temps est granuleux, donc ces fameux points Planck, la gravitation, c'est les points Planck qui tournent dans une région de l'espace et qui génèrent un vortex qui entraîne que l'espace-temps va être courbé. Et donc, c'est ça qui est à l'origine de l'effet gravitationnel. Évidemment, si vous mettez un canard sur la surface de l'eau, s'il est loin du vortex, ça ne va pas le perturber, mais si vous le mettez près du vortex, eh bien, il va aller vers le centre du vortex. C'est ce qu'on appelle l'effet gravitationnel. Donc, la conclusion de Nassim Haramein, c'est de dire que la masse du proton est un effet secondaire du champ électromagnétique du vide dans cette région de l'espace, sous l'influence de l'information qui est présente dans cette région de l'espace. Donc, on appelle ça le modèle de la baignoire. L'espace-temps est granuleux, et ça donne cette image-là. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Vous voyez que l'espace-temps est plié, mais c'est grâce à un vortex que l'espace-temps est plié. Et c'est pour ça que l'effet gravitationnel existe. Alors, ce modèle de la baignoire va avoir une conséquence qui va être différente de celle de Einstein, parce que la courbure de l'eau étant le résultat des particules qui tournent, la gravité est un effet quantique. Vous pouvez mettre votre doigt dans l'eau et faire un petit tourbillon, et avec très peu d'énergie, vous pouvez obtenir l'effet de courber la surface de l'eau et ainsi de créer un champ gravitationnel. Et donc, dans le vide, les points Planck ou bits d'information tournent pour créer l'effet gravitationnel. C'est ce qu'on appelle l'effet Coriolis et la torsion. Conséquence, mais à ce moment-là, il devient tout à fait possible de courber l'espace-temps et donc de contrôler les champs gravitationnels. Et c'est ce que propose Nassim Haramein. Ça va amener toute une technologie par rapport à la gravitation. Alors, donc évidemment, un sujet qui est très très proche et qui est en relation, c'est que Nassim Haramein dit, après tout, tous les objets sont des trous noirs, y compris le proton. Alors évidemment, en physique classique, ça a été le tollé quand il a dit ça. Comme Nassim Haramein le dit, il a reçu pas mal de tomates quand il a commencé à parler de ça. Et donc l'objection de la physique classique, c'est quand on mesure la masse du proton en laboratoire, on obtient 10 puissance moins 24 grammes. Or, lui, quand il calcule la masse du proton, il trouve 10 puissance 55 grammes, qui est la masse de l'univers. Conclusion, les 10 puissance moins 24 grammes, c'est une masse trop petite, et donc le proton n'est pas un trou noir. Ça, c'est l'objectif, ça, c'est les objections de la physique classique. Alors, on va voir maintenant ce qu'a fait comme calcul Nassim Haramein, qui vise à démontrer que le proton est un trou noir. Alors, son hypothèse, c'est de dire, si toutes les particules sont intriquées, interconnectées par des trous de verre, vous vous rappelez, je trouve dans chaque proton toute l'information de l'univers. Si la masse, la gravitation est liée à l'information, la masse de chaque proton doit être égale à la masse de l'univers. Alors, pourquoi est-ce qu'on trouve une telle différence dans les mesures? Et donc, lui, quand il calcule la masse du vide dans un proton, il prend le volume du proton, qui est égal à 10 puissance moins 39 cm,
il prend le nombre de Planck à l'intérieur du proton, 10 puissance 60, il a la masse du point Planck, 10 puissance moins 5 grammes, et pour trouver la masse d'énergie du vide dans un proton, ben, il multiplie le nombre de Planck par la masse du Planck et il obtient 10 puissance 55 grammes, toute la masse de toute la matière, tous les protons de l'univers, et il obtient donc 10 puissance 55. On est bien loin des 10 puissance moins des 10 puissance moins 24 de tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence? Eh bien, alors attendez voir, j'arrive doucement. Pourquoi cette différence 10 puissance moins 55, 10 puissance 55 grammes et 10 puissance moins 24? Eh bien, simplement, Nassim Haramein dit comment est-ce qu'on mesure le proton dans les laboratoires? Alors, et donc, dans les laboratoires, on mesure le proton comme s'il était indépendant de tous les autres protons de l'univers. Et cette manière de faire n'est pas juste, dit-il, parce que le proton, il est dans l'univers et nous sommes dans l'univers avec ce proton. Donc, on mesure la relation entre nous et le proton et non le proton en relation avec toutes les autres choses de l'univers. Alors, je sais que c'est un peu ardu, donc essayez de vous accrocher. Si c'est trop, ben, tu me le dis, Gwenolina. Alors, quand on mesure la masse d'un proton, on mesure juste l'influence holographique des autres protons sur ce proton, s'ils sont tous intriqués. Donc, l'influence, c'est l'échange holographique d'informations. Or, Jean-Pierre, tout à l'heure, j'avais le micro coupé quand tu m'as dit si ça fait trop. Là, ça fait beaucoup d'informations très, très précises. C'est vraiment pour les connaisseurs. Comment est-ce qu'on prouve que le proton est un trou noir? Ben, je suis désolé, il n'y a pas 36 solutions. D'accord, non, mais c'est OK. Tu me demandes. Est-ce que ça intéresse les preuves ou est-ce qu'on passe directement à la suite? Ça amène des choses relativement intéressantes quand même. Voilà, bah, si c'est intéressant, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Bon. J'espère. Voilà. Alors, donc, ce que je disais, c'est que l'échange d'informations entre un proton et nous, il est limité, et il est notamment limité par la surface du proton. Et je vais m'expliquer par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information, qui est quelque chose qui a été amené par le physicien Stephen Hawking en 1976. Donc, selon les lois de la relativité générale, toute chose aspirée par un trou noir, notamment l'information, est censée disparaître dans un trou noir. Selon la mécanique quantique, toute chose est information et une information ne disparaît jamais, dût-elle être aspirée par un trou noir. Autrement dit, l'information, si elle rentre dans le trou noir, elle est perdue à jamais, mais on sait qu'elle est dans le trou noir. Donc, elle existe toujours. Donc, il n'y avait pas de problème jusqu'en 1975, jusqu'au moment où on pensait que les trous noirs étaient des objets éternels. Donc, on disait, OK, l'information ne disparaît pas, elle est préservée, ad vitam aeternam, dans le trou noir, en accord avec les lois fondamentales de la physique. Mais là où ça devenait un petit peu gênant, c'est quand Steve Hawking, en 1975, a mis en évidence que les trous noirs s'évaporaient. Donc, les trous noirs ne sont plus éternels, et quand les trous noirs s'évaporent, le rayonnement, par le rayonnement dit de Hawking, qui est thermique, il est aléatoire et désordonné, ce qui prouve que dans l'évaporation, il n'y a aucune information. Et une fois que le trou noir est complètement évaporé, il n'y a plus rien. Conclusion, l'information contenue dans le trou noir n'est jamais restituée et disparaît complètement. Le problème, c'est que ça met la physique en dessus-dessous parce que ça les met en contradiction avec toutes les lois importantes et fondamentales de la physique. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. Selon les lois de la relativité générale, l'information disparaît avec l'évaporation du trou noir. Selon la mécanique quantique, une information ne disparaît jamais, fût-elle aspirée par un trou noir. Donc, cette remise en question,
ça remet en question la mécanique quantique, ni plus ni moins. Alors, l'information reste sur les points Planck. Ce qui se passe, c'est que Stephen Hawking a proposé une hypothèse pour expliquer ce phénomène. Et il dit qu'en fait, l'information, elle ne disparaît pas à l'intérieur du trou noir, mais elle reste au bord, dans l'horizon des événements, c'est-à-dire sur la surface des trous noirs, au-delà de laquelle tout est aspiré. Donc, l'information est imprimée holographiquement sur les points noirs, Planck, situés à la surface du trou noir. Et ça change les choses en termes de calcul de la masse du proton, puisque si la masse, ce n'est que le résultat de l'échange entre les protons et donc d'échange d'informations, eh bien, s'il y a d'informations d'échange que sur la surface, ça change effectivement. Donc, lui, Nassim Haramein, pour prouver le lien entre l'influence et la gravité, donc il disait, il faut que je trouve une équation pour décrire l'influence holographique de tous les autres protons sur un proton et obtenir la masse du proton mesurée. Alors, le lien, c'est le lien entre l'influence, l'échange holographique d'informations et la gravité. Donc, il se met à calculer la masse du trou noir. Pour pouvoir comprendre ça, il faut savoir que le trou noir, c'est un objet qui habituellement est cosmologique, tout du moins jusqu'à ce que Nassim Haramein dise que ce sont tous les objets à toutes les dimensions. Mais donc, quand on est dans la cosmologie, donc on calcule la masse du trou noir en cosmologie, donc avec les équations d'Einstein. Et donc, simplement, Nassim Haramein voulait simplement voir s'il y avait moyen de calculer la masse d'un trou noir à partir des points Planck, c'est-à-dire à partir d'un objet qui appartenait à la physique quantique. Alors donc, il a mesuré un trou noir cosmologique qui s'appelle Cygnus X1, et donc, au lieu de le calculer sa masse avec l'équation d'Einstein, il s'est dit qu'il pouvait trouver la masse du trou noir liée à l'échange d'informations des points Planck à sa surface. Ça voulait dire en fonction des points Planck qui sont à la surface de ce trou noir. Donc, il a fait un calcul quantique de la masse du trou noir, qui est un objet cosmologique, et par l'échange d'informations, et donc qui peut sortir de la surface du trou noir. Donc, il a dit si le résultat est le même que les calculs de Einstein, si quand il calcule donc la masse par les points Planck, il obtient le même résultat qu'avec les équations d'Einstein, à ce moment-là, son hypothèse est juste que donc la masse et la gravité ne sont que la conséquence de l'échange d'informations. Donc, il a fait ce calcul et donc il a calculé le nombre de points Planck qui étaient à la surface du trou noir. Et il a calculé le ratio entre le nombre de points Planck à la surface du trou noir et tous les points Planck qui étaient à l'intérieur du trou noir. Et donc, il a multiplié ce rapport par la masse du point Planck, qui est d'une puissance 5 grammes, et il a obtenu la masse du trou noir, avec 1,68 multiplié par 10,34 grammes par mètre. Donc, il a trouvé que ce résultat était exactement semblable au résultat du calcul avec les équations de Einstein. Alors, je me sens encore paumé. Voilà. Donc, ça prouvait quelque part que, effectivement, la masse et la gravité étaient en relation avec l'échange d'informations. Et il a recommencé le même type de calcul sur le proton, évidemment, avec la même méthode, c'est-à-dire calculer le nombre de points Planck à la surface du proton. Hein, et puis, donc, il avait le nombre de points Planck à la surface du proton est de 10 puissance 40. Le nombre de points Planck à l'intérieur du proton étant de 10 puissance 60. Il a fait la masse d'un point Planck étant de 10 puissance moins 5 grammes. Donc, je sais bien que c'est un petit peu compliqué, mais il a fait le
entre le nombre de points Planck à la surface du proton et le nombre de points Planck à l'intérieur du proton, et qu'il a multiplié par la masse, et il a obtenu de la même manière un résultat qui est de 1,67 multiplié par 10 puissance moins 24 grammes mètre. Et donc, il a comparé ce résultat avec la masse d'un proton mesuré dans un laboratoire, et il a trouvé pratiquement le même résultat à 4% près. Et donc, il a refait le calcul du rayon du proton, et donc il a trouvé aussi un proton qui était de 4% plus petit que le rayon mesuré par la physique standard. Alors donc, il a donc fait cette prédiction, et il se demandait si, pourquoi il y avait une petite différence. Et donc, cette différence de 4%, donc, il se demandait si un jour, si c'était ces calculs qui étaient vrais, et donc les mesures qui étaient fausses, ou si c'était l'inverse. Et il a eu la chance, puisqu'il a prédit ce rayon du proton le 20 décembre 2012, et le 24 janvier 2013, il y avait une nouvelle mesure qui était faite du proton au CERN, et cette nouvelle mesure annonçait un rayon qui était exactement celui de Nassim Haramein, et ce qui prouvait à Nassim Haramein qu'effectivement, eh bien, on avait une différence de 0,000362 10 puissance moins 13 par centimètre, ce qui est à l'intérieur de la marge d'erreur de l'expérimentation. Et donc, ça a conforté Nassim Haramein dans son hypothèse. Conséquence un peu gênante pour la physique standard, puisque donc tous les journaux scientifiques ont dit petite particule, gros problème, cet humble proton ne ressemble en rien à nos prédictions. Le problème du proton ne se pourrait-il que les scientifiques voient les signes d'un nouveau domaine de la physique. Et donc, avec le même principe, Nassim Haramein a calculé, avec le nombre de points Planck à la surface de chaque élément de matière, il a fait la même chose avec l'électron, il a fait la même chose avec l'atome d'hydrogène, et il a fait la même chose avec tous les atomes de la table de Mendeleïev. Et il a, grâce à ses calculs quantiques à partir de points Planck, il a reconstitué tout le tableau périodique des éléments. Et donc, il y a donc par rapport à ça, ce champ de Planck est à la source de la matière, puisque la conscience émerge de la matière, et toute la matière est conscience, puisque toute la matière est en relation avec le point Planck. Alors, il dit que nous comprenons pourquoi la masse mesurée du proton 10 puissance moins 24 grammes est inférieure à la masse de l'univers. La masse du proton est bien un échange géographique d'informations, mais cet échange d'informations est limité au point Planck situé à la surface du trou noir, et notamment du proton. Voilà. Alors, donc, il a donc fini par arriver à la conclusion que tous les objets de l'univers obéissent à la condition de Schwarzschild du trou noir. Voilà. Et donc, il a fait une loi d'échelle avec d'autres scientifiques qui décrit la relation entre l'énergie, la masse-fréquence de chaque objet de l'univers et sa taille. Donc, vous avez dans une abscisse, vous avez la masse, et en ordonnée, vous avez le rayon de l'objet. Et donc, si c'était aléatoire, on devrait avoir des points partout. Vous voyez peut-être le schéma. Or, il se trouve que tous les objets de l'univers sont sur une même ligne, c'est-à-dire qu'il y a une proportion entre la masse et le rayon. Et donc, tous les objets qui sont sur cette ligne correspondent donc obéissent aux lois du trou noir. Donc, on a différents niveaux fractals. Donc, on est sur des trous noirs. Tout est un trou noir. L'univers est un trou noir. Et donc, nous sommes à l'intérieur de l'univers qui est un trou noir. Et à l'intérieur de cet univers qui est un trou noir, il y a des quasars qui sont des trous noirs. À l'intérieur des quasars, vous avez des galaxies qui sont des trous noirs.
un tel ordre de galaxie, vous avez des étoiles qui sont des trous noirs. Et puis, vous avez à l'intérieur vous êtes dans le système solaire, vous avez des planètes qui sont des trous noirs. L'être humain est un trou noir. Donc, l'organe est un trou noir. Et l'organe est constitué de cellules qui sont des trous noirs. Et à l'intérieur des cellules, vous avez des molécules qui sont des trous noirs. À l'intérieur des molécules, vous avez des atomes. À l'intérieur des atomes, vous avez des protons. Et à l'intérieur des protons, vous avez des points blocs qui sont des trous noirs. Voilà. Et donc, ça, c'est, vous voyez que les conditions trous noirs, c'est quelle que soit l'échelle. Or, la physique cosmologique s'occupe de l'échelle de tout ce qui est au-dessus de la taille d'une cellule. Et la physique quantique s'occupe de tout ce qui est en dessous de la taille d'une cellule. Et vous remarquerez que ce qui est au milieu du schéma, c'est la cellule. Vraiment très intéressant. Bon, qu'est-ce que j'ai tiré concrètement, moi, de tous ces enseignements? C'est que, en fait, on a vu que l'eau était l'interface entre le champ du vide et la cellule. Vous vous rappelez? Il y avait des théories qui disaient que le cerveau de la cellule, c'était le noyau. Et puis, Bruce Lipton, qui à mon avis a raison, a dit non, 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 le cerveau de la cellule, c'est la membrane de la cellule. C'est pourquoi? Ben parce que la membrane de la cellule, c'est le computer, et l'information se trouve là où il y a de l'eau. Or, sur la membrane cellulaire, il y a beaucoup d'eau, et il se trouve que si la cellule est un trou noir, eh bien cette eau, elle est vraiment à la surface du trou noir. Et donc, ça semble, en tous les cas, correspondre. Mais si vous regardez à l'échelon de l'être humain, qu'est-ce qui est à la surface de l'être humain? C'est la peau. Or, là où il y a le cerveau, est-ce que vous savez que le cerveau est constitué des mêmes cellules embryologiques que la peau? Et comme par enchantement, la peau, elle est assez hydratée, et donc c'est là que se trouve l'information. Mais si vous regardez à un niveau fractal en dessous, ben, vous avez l'organe, et qu'est-ce qu'il y a autour de l'organe? Vous avez les fascias. Or, comme par enchantement, les fascias qui sont à la périphérie sont très hydratés, et c'est là qu'est traitée l'information. Donc, on pourrait dire que finalement, le cerveau de la cellule, effectivement, c'est la membrane cellulaire. Le cerveau de l'organe, c'est le fascia. Le cerveau de l'être humain, c'est la peau et le cerveau. Et donc, ça nous amène à dire que peut-être que le cerveau de la planète, c'est au niveau des océans, etc., etc. Bon, ça va me servir dans ma technique en libération holographique du cœur péricarde. Alors, en quoi, donc, c'est à la surface que s'échange l'information, en plus dit Nassim Haramein? Eh bien, pour comprendre la structure du vide, pourquoi c'est à la surface des points Planck que ça se passe, eh bien, il va décrire l'organisation des points Planck. Et donc, ces calculs sont tous valables à la seule condition que les points Planck ne soient pas les uns à côté des autres, mais s'interpénètrent les uns les autres. Ça va avoir avec des fréquences. Donc, si les sphères, donc les points Planck s'organisent à l'intérieur de la surface d'un proton en s'interpénétrant, parce que s'ils étaient bord contre bord, ces calculs ne fonctionneraient pas. Ces calculs ne fonctionnent que s'il y a une interpénétration. Et si ces sphères s'interpénètrent, ça a à voir avec, comme ce sont des vibrations électromagnétiques, ce ne sont pas des boules de billard, donc ça a à voir avec la géométrie des interférences dans les systèmes holographiques. Et ça donne quoi? Des points Planck qui s'interpénètrent. Voilà, ça donne ce qu'on appelle la fleur de vie. C'est la structure du point Planck, c'est donc la structure du vide. On en trouve partout de ces fleurs de vie c'est considéré dans tous les lieux sacrés de la planète, et donc c'est peut-être pas par hasard. Donc le point Planck, c'est une matrice fractale en 3 dimensions de 64 tétraèdres. Ça va nous rappeler aux 64 hexagrammes du Viking. Donc on est toujours dans la même. Voilà encore une image qui peut vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc ça bouge. Ces points Planck, ils bougent pour échanger de l'information, et ils sont en rotation et contre-rotation à la vitesse de la lumière dans la structure de Planck, à l'origine de la gravité et de l'échange d'informations dans l'espace.
Donc, l'information passe de l'intérieur vers l'extérieur, de la structure de l'horizon du trou noir en faisant des échanges de rotation. Donc, il y a un échange d'informations entre les différents niveaux fractales. Donc, la membrane cellulaire, c'est entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Hein. Les fascias, c'est entre l'intérieur et l'extérieur de l'organe. La peau, c'est entre l'intérieur et l'extérieur de l'être humain, etc., etc. Et donc, ça va donc jusqu'au point Planck, jusqu'au proton et à la point Planck. Et donc, cette danse est à l'origine de l'échange d'informations avec l'univers. Dans une géométrie, quand une géométrie va vers l'intérieur, l'autre va vers l'extérieur. Alors voilà à quoi ça ressemble, cette géométrie. Vous voyez, ça bouge. Alors, si tu peux remontrer les images, je vais montrer plusieurs images d'affilée assez rapidement pour qu'on voit le mouvement. Voilà. Alors, vous voyez, il y a un côté, ça se met en expansion, l'autre en rétraction, etc., etc. Donc, conclusion, nos protons sont à l'origine de l'échange holographique d'informations entre nous et l'univers. Nous envoyons de l'information à l'intérieur du proton holographiquement vers l'information de l'univers, et l'univers nous donne de l'information vers l'extérieur du proton holographiquement, de telle sorte qu'il existe un échange constant à l'origine de notre expérience de la réalité et de la conscience de soi. Alors, j'ai une petite question. Je t'en prie. Pascal Dutilleul qui nous dit, même question qu'avant, quelle différence entre énergie et électromagnétique? Entre l'énergie et l'électromagnétisme, mais c'est une question qui a déjà été posée la dernière fois, il me semble, non? Oui, mais c'est pas la même personne, donc. Répétez exactement la question. Quelle différence entre énergie et électromagnétique? Parce qu'il l'a posé en début de conférence et je ne l'ai pas encore posé, c'est pour ça qu'il la repose. Alors, la différence entre énergie et électromagnétisme? Oui. Parce qu'il doit faire, lui, apparemment, il fait une distinction entre l'énergie et l'électromagnétisme, donc c'est des ondes, et l'énergie. Donc, il voulait connaître ta définition. Alors là, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir répondre à cette question non plus. Hein. D'accord, ok. Là, j'ai du mal. J'avoue que je suis un petit peu stressé ce soir parce que c'est pas un sujet qui est très facile. Et puis c'est pas un sujet qui est passionnant non plus au niveau des conséquences concrètes sur la vie de tous les jours. Pourtant, là, je suis en train de vous expliquer que le proton qui est la matière, c'est grâce au proton qu'il y a un échange avec le champ du vide. Et que donc la conscience, c'est la matière en fait. Mais tu vois, les personnes qui sont là sont très intéressées, donc c'est pour ça qu'elles te posent des questions pour y voir plus clair. Oui. Alors, bon, je disais tout à l'heure que par rapport à l'onde électromagnétique, donc l'onde électromagnétique la plus petite en amplitude, c'est ce qu'on appelle le point Planck. C'est une onde électromagnétique. Et donc, c'est la plus petite qui existe. Et donc, on dit que dans ce point Planck, l'énergie est à l'infini. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas si ça a un lien avec la question qui m'est posée, mais j'ai vraiment. D'accord, mais il n'y a pas de souci, on continue. Ouais. Voilà, c'est des personnes qui se posent. Oui, alors, sachez que je ne suis pas physicien. Je suis quelqu'un qui essaye de comprendre un petit peu la physique pour pouvoir en déduire des choses intéressantes au niveau de mon métier qui consiste à aider les gens à être bien et en bonne santé. Hein. Donc, oui, en fait, là, c'est un résumé de toutes les recherches que tu as pu faire pour que les personnes comprennent comment tu as créé cette méthode de libération. N'oublions pas que ce qu'on cherche, c'est comment transmettre de l'information de conscience à conscience. Et donc, ce qu'on cherche un peu, c'est le mode d'emploi de la conscience. Et moi, je vous explique un peu ce que j'en ai tiré personnellement et comment on va retrouver ça lors de la prochaine conférence qui va parler du mode d'emploi de la conscience.
Donc, qu'est-ce Oui, parce que que toi, tu travailles avec la conscience. Et donc, tu voulais expliquer un petit peu plus aux gens d'où tu avais découvert cette technique-là. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Le champ du vide, la matière et comment l'information passe d'une manière holographique entre le proton et le champ du vide quantique, en fait. Et comment cette information est holographique. Ok, Hein? très bien. On peut Désolé, continuer. hein, là, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Je ne suis pas physicien, malheureusement. Alors, On peut continuer. donc, cette connexion, cette fameuse connexion qu'on vient d'expliquer grâce au proton, elle est fondamentale parce que elle prouve que finalement la spiritualité n'est pas séparée de la matière, mais qu'elle est dans la matière. La matière, c'est l'information, c'est la spiritualité manifestée. Et donc, c'est à l'intérieur de la matière que l'on est connecté à l'univers. Donc, elle est indissociable de la spiritualité, cette matière, parce qu'en fait, souvent, on oppose la spiritualité à la matière, mais en fait, il n'y a pas de dualité entre les deux. Alors, maintenant, c'est comment est-ce qu'on... Alors, Nassim Haramein s'est intéressé à comment accéder à l'information de l'univers. Et donc, il dit, notre nature infinie est à l'intérieur. Quand vous essayez de visualiser l'infini, peut-être vous devriez vous diriger vos sens vers l'intérieur pour aller vers l'infiniment petit, ce qui se trouve à l'intérieur de vos cellules et de vos atomes. Parce que quand on pense à l'infini, on pense au grand, mais on ne pense pas au petit. Et donc, se tourner à l'intérieur pour méditer, tous les maîtres qui ont vécu sur la Terre ont essayé de dire aux gens de diriger leur sens vers l'intérieur au travers de la méditation, de la prière, pour se connecter avec leur nature infinie. Quand Jésus disait « le royaume de Dieu est en vous et à l'intérieur de toute chose », c'est la description d'une fractale, nous dit Nassim Haramein. Donc la conscience à l'intérieur de la matière pour trouver l'information. Quand vous méditez, vous allez vers l'intérieur de la matière avec votre conscience. Et c'est là que vous trouvez l'information. Hein, c'est-à-dire que c'est à partir de l'intérieur que vous avez des visions à distance, que vous pouvez entendre les pensées des autres et des choses comme ça. Et c'est pas en tendant vos sens vers l'extérieur, mais c'est en tendant vos sens vers l'intérieur. Donc l'accès à l'information de n'importe où dans l'univers, on est tous connectés à la même source d'information, à la même énergie. Alors donc, on peut se focaliser à l'intérieur sur différents niveaux fractals. Alors, je sais pas, pour parler des niveaux fractals, je vous avais dit, vous savez, il y a l'univers, il y a les quarks, ensuite il y a les galaxies. Niveau fractal en dessous, c'est le système solaire, par exemple. Niveau fractal en dessous, c'est la planète. Niveau fractal en dessous, c'est l'être humain. Niveau fractal en dessous, c'est l'organe. Niveau fractal en dessous, c'est la cellule. Le niveau fractal en dessous, c'est l'atome. Le niveau fractal en dessous, c'est le proton. Le niveau fractal en dessous, c'est le point Planck. Vous voyez, tout ça, c'est des niveaux fractals. Hein? Alors, et donc, il faut savoir que l'information se trouve à tous les niveaux fractals et que la quantité d'information, elle est fonction de la dimension fractale. Plus la dimension fractale augmente, plus on a accès à une quantité d'information importante. Et donc, ça veut dire simplement que la galaxie, qui est plus grande que le système solaire, a plus d'informations, tout simplement. Voilà. Donc, plus on va loin à l'intérieur, c'est là quelque chose qui est original, plus on peut obtenir d'informations et rayonner. Par exemple, si on veut avoir accès aux informations du champ de la Terre, il suffit de se connecter aux cellules. Mais si on veut avoir information au champ morphogénétique du système solaire, il faut aller plus profond, et un niveau fractal en dessous, et se connecter aux atomes. Je parle en termes de méditation. Et si on veut avoir accès à l'information du champ morphogénétique de la galaxie, il faut aller encore plus petit que les atomes, c'est-à-dire au noyau, c'est-à-dire en fait au proton. Et l'information de l'univers, il faut aller jusqu'au point Planck, en fait. Donc ça, c'est des idées qui sont lancées par Nassim Haramein. Donc les cellules sont informées et s'organisent de façon très complexe, non parce qu'elles communiquent entre elles, mais parce qu'elles communiquent toutes avec le champ d'information du vide. Donc, il dit l'eau est l'intermédiaire entre le vide et la cellule. C'est un transducteur de l'information du vide. Donc, le transducteur, c'est un dispositif qui sert à convertir un signal physique
en un autre signal. Par exemple, un signal lumineux peut se convertir en signal nerveux dans le cerveau. Donc la structure du vide, rappelez-vous, c'est un tétraède. Elle est très proche de la structure de l'eau qui est aussi un tétraède. Donc chaque partie du corps est une antenne et vibre à des fréquences spécifiques pour capter l'information. Donc le cerveau est une antenne, le cœur est une antenne, les os sont des antennes, les cellules sont des antennes, les points d'acupuncture sont des antennes et ainsi de suite à tous les niveaux fractals. Et donc c'est un petit peu comme une radio. Eh bien, si on veut recevoir l'information, il faut être correctement ajusté. Il faut que nos antennes soient ajustées pour que ce soit très cohérent et qu'on ait beaucoup d'informations. Si on est mal réglé, eh bien, on a beaucoup de chut et on reçoit très peu d'informations. Et donc, comme on le disait, puisque la santé, c'est la libre circulation de l'information, ça veut dire qu'on a à régler et ajuster toutes nos antennes. Et ça, c'est quelque chose que je vais retenir pour ma méthode, puisque dans ma méthode, je vais m'intéresser à toutes les antennes pour justement les régler. Donc, voilà. Bon, ça, je ne vais peut-être pas rentrer dans ces détails. Voilà, on arrive à la fin. Donc, simplement, les découvertes de Nassim Haramein vont permettre quelques espoirs de découvrir des nouvelles technologies. Bon, c'est Tesla qui a découvert comment maîtriser et contrôler les champs électromagnétiques. Et c'est donc grâce à Tesla qu'on est dans une société qui est développée aujourd'hui, qui est une civilisation qui se sert d'informatique, d'électricité et tout ça. Et ça a été une révolution, Tesla. C'était la maîtrise des champs électromagnétiques, c'est-à-dire de ce qui est en expansion. Mais ce qui est en effondrement, c'est la gravité. Et si on maîtrisait les champs gravitationnels, ce serait une révolution beaucoup plus importante que ce qu'on a connu avec le contrôle des champs électromagnétiques. Et Nassim nous dit que ça va être pour dans très très bientôt et que ça va amener des nouvelles technologies et que ça va nous faire prendre conscience qu'on est dans l'abondance et qu'on n'aura plus à se taper dessus pour défendre notre beefsteak, mais que si on est dans l'abondance, il n'y a plus aucune raison de se faire la guerre. Donc, nouvelles techniques de technologie de voyage dans l'espace. Donc, si on maîtrise l'effet gravitationnel, eh bien, ça peut déboucher sur des vaisseaux spatiaux. Ça peut aussi, il faut savoir que les effets gravitationnels ont des effets positifs sur la biologie. Ça peut aussi amener à découvrir comment utiliser l'énergie du vide. Et donc ça, ce serait l'abondance d'énergie à profusion pour chaque être humain et d'une manière infinie. Donc on ne voit plus pourquoi on se battrait pour des barils de pétrole. Et donc, c'est aussi quelque part la maîtrise de l'effondrement de la fonction d'onde en physique quantique, c'est-à-dire la création de la matière. Et donc, si on arrive à créer à partir de cette énergie qui est abondante et qui est infinie, toute la matière qu'on veut, on voit plus quels seraient les problèmes et ce qui nous pousserait à nous battre les uns contre les autres. Alors voilà, simplement, c'était ça que je voulais vous dire ce soir. Donc, dans la prochaine conférence… Est-ce que tu peux, avant de parler de la prochaine conférence, est-ce que tu peux nous parler de ta méthode, comment ça fonctionne? Et quels sont les effets pour les gens? Qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils font une séance avec toi ou quand ils sont formés? Oui. Alors, voilà. Donc, merci de me poser cette question, Gwenaëlle. Alors, qu'est-ce que je fais exactement? Comme je l'expliquais, ce que je m'intéresse, c'est au bien-être et à la santé des gens. Et donc, grâce à toutes ces recherches que j'ai faites, j'ai pu en déduire que lorsque l'information ne circulait plus, les gens étaient dans le mal-être, étaient dans les pathologies. Donc, quand tu dis l'information qui ne circule plus, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les cellules, elles sont tendues, que les muscles sont tendus, donc voilà, il manque une info pour se détendre. Pourquoi l'information ne circule pas? C'est parce que simplement les hormones de stress vont faire que les cellules vont se fermer et diminuer de volume, ce qui les déconnecte du champ de conscience et qui fait qu'elles
la circulation de l'information entre le champ du vide quantique et la cellule ne fonctionne pas. Or, comme le vide quantique envoie aux cellules les informations qui sont exactement le mode d'emploi pour qu'elles fonctionnent correctement, ben, quand les cellules sont coupées du champ de conscience, qu'elles reçoivent plus d'informations, elles dysfonctionnent. Ça donne toutes les pathologies qu'on connaît et ça donne surtout aussi le mal-être. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, ce que les mystiques disent par rapport au vide quantique, c'est que le vide quantique, c'est Dieu, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. C'est vrai que quand on est déconnecté de Dieu que nous sommes, de la paix, de l'amour que nous sommes, ben nous perdons la paix, nous sommes tourmentés, nous perdons la joie de vivre et nous tombons malades. Et donc, simplement, si on arrive à reconnecter la cellule au champ du vide, eh bien, donc, on retrouve le bien-être, c'est-à-dire on sent à nouveau la paix que nous sommes, alors que rien n'a changé dans notre vie extérieure. On sent à nouveau la joie que nous sommes, c'est ce que les sages appellent la joie sans cause. Et donc, nous sentons l'amour que nous sommes, et comme par enchantement, c'est tellement agréable que nous n'avons plus besoin de l'amour de l'autre et que nous ne sommes plus dépendants de l'autre, et que nous rayonnons comme un soleil et que nous donnons finalement, et que nous sommes prêts à vivre une relation d'amour, puisque la relation d'amour, c'est pas piquer de l'énergie à l'autre, mais c'est rayonner et donner l'amour. Alors pour pouvoir rayonner, ben, il faut être connecté au champ de conscience, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire? Mais écoute, non. Je pense que tu as… Ça répondu à ta question, ça, non ou pas? Oui, oui, ça a répondu. Je te remercie. D'accord. Tu voulais nous parler de la prochaine conférence, du contenu de la prochaine conférence? Alors, là, on va arriver aux choses concrètes. Là, je vous ai beaucoup amusé avec des choses théoriques, mais qui ont été vraiment fondamentales parce que ça m'a amené à faire des choix. Je vous rappelle que j'ai choisi comme but le bien-être et la santé, et que ça passait par des stratégies qui étaient de reconnecter les cellules au champ de conscience. Et donc, ça passait par se demander, mais comment on peut reconnecter une cellule au champ de conscience? On est obligé d'agir en tant que conscience sur une conscience. Et donc, avec de l'information. Et donc, on va regarder concrètement la prochaine fois comment on s'y prend pour envoyer de l'information de conscience à conscience. On va voir que la prochaine fois que l'amour a une importance extraordinaire. Et donc on va regarder tout ça de plus près. Il y a des scientifiques qui se sont intéressés effectivement à comment est-ce qu'on pouvait donc envoyer des informations. Alors pour ça, on va utiliser le fameux effet observateur de la physique quantique. Donc la prochaine fois, j'expliquerai qu'est-ce que c'est que l'effet observateur, qu'est-ce que c'est que le mode d'emploi pour l'effet observateur, comment est-ce qu'on peut créer les choses, comment, alors si on commence à connaître le mode d'emploi de l'effet observateur et que nous sommes conscients que c'est nous qui créons nos problèmes, eh bien on va pouvoir peut-être avec le mode d'emploi arrêter de créer des problèmes. Et puis pourquoi ne pas utiliser notre effet observateur, notre pouvoir créateur pour créer le bien-être et la santé pendant qu'on y est. Donc c'est dans cette direction que vont mes recherches et je vais vous livrer la prochaine fois tout ce que j'ai déjà acquis dans cette recherche. Voilà. D'accord, merci Jean-Pierre. Et est-ce que tu peux nous donner tes actualités? Est-ce que tu fais des salons prochainement, des conférences, oui, des soins? Alors donc effectivement, les événements les plus proches, eh bien c'est du 8 au 13 novembre. Je donne une formation donc dans la région de Poitiers. Sachez que c'est les stages 1 et 2, donc il y a encore des places disponibles. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est encore possible. Notre prochain rendez-vous avec TV Gwénoline, ce sera le 5 décembre. C'est là où je vais vous parler de choses concrètes. Et puis, donc, sachez qu'en termes de consultation, je donne toute l'année des consultations en Vendée et que je me déplace parfois pour donner des consultations, notamment à Paris. Je vais me déplacer fin janvier, début février. Je me déplacerai début avril. Je vais me déplacer aussi au mois de juillet et au mois de septembre 2020. Ça, c'est pour les consultations à Paris. En Suisse, je me déplacerai en janvier, en avril, en juin. Voilà. Et puis, les autres stages, il va y avoir des stages à Paris au mois de mai et au mois de juin.
et des stages en Vendée en février, en septembre et en novembre 2020. Voilà, je crois que cette fois-ci, j'ai fait à peu près tout. Donc, voilà, il y a encore des places donc, pour les consultations du mois de janvier. Donc, il reste quelques places. Donc, si ça vous intéresse, c'est quelque chose qui est possible. Et puis, toute l'année, je donne des consultations à distance pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. C'est quelque chose qui peut vraiment les dépanner. Alors après, donc là, nous avons quand même un commentaire, donc je crois de Catherine, si je vais le retrouver. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais je vais quand même le partager. Peut-être que toi, tu vas comprendre. Elle nous dit « Bonsoir, Jean-Pierre nous reconnecte, j'en suis témoin, gratitude. » Alors, c'est peut-être une personne que tu as eue en soin. Je ne sais pas. Peut-être. Oui, oui. En tous les cas, quand les gens sont reconnectés, ils vivent une expérience que j'essaye de décrire avec des mots, mais ça sert à quoi si vous ne la vivez pas vous-même? Parce que je vais vous dire, oui, ça fait ça, 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 ça. Puis quand vous allez le vivre vous-même, vous allez dire, ah oui, effectivement, ça fait ça, 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 mais parce que ça vous parle, parce que vous le vivez. C'est comme… On a Catherine qui nous répond là, je suis bénéficiaire de ces soins et je vis une transformation improbable. Bon, bah, très bien. Merci de ton témoignage, Catherine. Et c'est vrai que c'est difficile, il faut le vivre pour comprendre après l'état de zénitude, si on peut dire, L'état de connexion. D'ouverture des cellules, comme tu dis. Mais l'ouverture des cellules, si tu veux, ça ne parle pas à tout le monde. Ils ne comprennent pas les gens. Mais comment les gens, quand ils sont connectés, qui sentent l'amour, qui sentent la paix, qui sentent la joie, etc. Il faut vraiment, surtout quand on est habitué à du gris en permanence, si on a d'un seul coup de la lumière, on va trouver ça extraordinaire. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre. Tu vois, on a certains qui disent un grand merci, super intéressant. Donc Pascal Lutilleuil, qui est un chercheur aussi et qui aimerait bien être en contact avec toi. C'est quelqu'un de très, très intéressant. Donc ça pourrait être chouette que vous soyez en contact ensemble. Donc Dominique qui nous dit merci, merci. Voilà, il y a plein de merci et que c'était très intéressant. Alors, donc, la prochaine fois, ça sera beaucoup plus vivant puisque je vais vous parler de mes recherches à moi, des résultats que j'obtiens, de ce que j'ai. Là, il va y avoir plein de choses en relation avec vous, avec qu'est-ce que vous pouvez recevoir comme bénéfice de ce genre de technique que je propose. Voilà. Vous pourrez poser vos questions, mais des questions plus personnelles. Alors, on va venir aux choses concrètes. Voilà. On y va. Mais ces choses concrètes, on y arrive simplement parce qu'il y a eu un long cheminement et il y a tout un choix de buts, encore une fois, de stratégies et d'outils pour arriver à un résultat concret et efficace. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage et merci à vous tous d'avoir autant participé. Le chat est vraiment ouvert à tout le monde. Vous pouvez partager ce que vous voulez. Et je vous invite, si vous aimez bien le contenu, la chaîne Gwénoline TV, à regarder un petit peu toutes les différentes vidéos sur le bien-être, l'énergie, enfin tout ce qui peut aider. Vous pouvez aussi partager, vous abonner si vous aimez bien, ça va nous aider. Et vous pouvez visiter le site de Jean-Pierre. Pareil, il y a des conférences qu'il fait personnellement qui sont très intéressantes, qu'il n'y a pas sur Gwénoline TV. Donc voilà, on vous embrasse très fort et on vous dit à tout bientôt. Profitez bien. Bonsoir.